Sol vivant. Entre 2021 et 2023, l'Atelier des territoires, porté par la Direction de l'aménagement, du logement et de la nature, a lancé une réflexion avec pour thématique mieux aménager avec les sols vivants. Dans ce cadre, 5 territoires ont exploré le lien entre l'aménagement et les sols, en expérimentant différents projets. Ces projets et leurs résultats ont fait l'objet d'une capitalisation dans l'ouvrage Sols vivants, mieux prendre en compte les sols dans l'aménagement, sous la direction de Jean-Baptiste Bulten, Pauline Sirot et Mathurin Basile. À l'occasion de cet ouvrage et pour parler des sols vivants, Sylvain Grisot, fondateur de l'agence Dixit.net, a rencontré Sylvain Nigré et Diego Harari, qui ont tous les deux participé à l'écriture de cet ouvrage collectif. Je suis Camille Tabar, urbaniste à l'agence Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net et j'accueille aujourd'hui Sylvain Nigré, qui est paysagiste et urbaniste associé de l'agence d'ici là, et Diego Harari, DGA Stratégie et Transformation Durable chez Vinci Immobilier, pour une conversation autour des sols vivants et de l'aménagement. C'est une conversation à l'initiative de la DGALN, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est bon, on a quelques acronymes, d'où le sérieux de la conversation, on va pouvoir commencer. Alors, je vous propose qu'on commence par déjà, tous les trois, là, autour de ce thème de sol vivant, qui n'est pas nécessairement évident, en tout cas pour les faiseurs de ville, pour la fabrique de la ville. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Sylvanie, sol vivant ? Alors pour moi, sol vivant, c'est une appellation plutôt récente qui tente de poser un regard sur le fait que la question de la végétalisation du vivant n'est pas que la surface et que les végétaux que l'on voit en surface, mais qu'il est vraiment intimement lié à, pour ainsi dire, la qualité des sols qu'il y a dessous. Après, une fois qu'on s'est dit ça, ça reste une manière, je trouve, très partielle de regarder la question des sols. Nous, on défend l'idée que le sol, c'est un héritage. C'est un héritage de ce qui s'est passé sur le site et que dans les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, quand on nous redemande même de végétaliser, de toute façon, on ne pourra plus jamais vraiment revenir à l'état initial de ce qu'était le sol de cet endroit-là, à son modèle de biodiversité initial. Donc, de toute façon, on hérite de sols qui ont leur parcours et qui vont aussi être le support d'une certaine manière d'une nouvelle forme d'identité, d'une nouvelle forme d'identité de végétation, en tout cas de milieu, et qui sont pour nous vraiment la voie la plus solide, on va dire, pour pouvoir un peu massifier des sujets de renaturation en ville en n'étant pas juste dans des exemples absolument pas réplicables. Oui, donc c'est un changement de perspective. On prend de la profondeur, mais on suggère avec sol vivant, finalement, une des facettes de ce qu'on peut trouver dans la profondeur du sol. Il y a un écosystème, il y a du vivant, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la pollution, il y a une histoire finalement, il y a une mémoire. Et on dit d'ailleurs souvent dans le monde de la pollution des sols que les sols ont plus de mémoire que les hommes.
et eux se souviennent finalement des usages, notamment humains, qui ont laissé des traces. Diego, à l'échelle justement des acteurs de la fabrique de la ville, de l'aménagement, de la construction, aujourd'hui, ce changement de perspective, ce regard dans la profondeur, tu trouves que il a déjà eu lieu? Où est-ce qu'on en est, là, cette prise de conscience du fait que les sols, finalement, sont complexes, mais sont fragiles aussi? Il y a un changement quand même fondamental qui a été provoqué par le choc de la Convention citoyenne pour le climat, puis de la loi climat et résilience autour des objectifs du ZAN, du zéro artificialisation nette. Alors, c'est pas tout à fait exactement l'angle non plus, la seule vivant au sens propre, puisque c'est la question plus des fonctions naturelles du sol. Il y a la vie, mais il y a le cycle de l'eau, il y a le cycle du carbone, il y a la production agricole. Donc, le vivant influence chacune de ces fonctions, mais ça ne se résume pas juste à la question d'avoir un seul vivant. Et donc ça, effectivement, ça fait changer quand même beaucoup de choses, même si, évidemment, comme tout grand changement, une révolution copernicienne, ça prend du temps à se mettre en place. Mais si je caricature un petit peu, les opérations immobilières, les opérations d'aménagement, on était parfois un peu trop sur une vision quasi cadastrale de ce qu'était le terrain à bâtir, quoi, hein, et beaucoup moins proche justement du sol, de ses fonctions et de l'héritage dont parlait Sylvanie à l'instant. Et donc ça, on y entre progressivement avec toutes les conséquences opérationnelles dont on pourra discuter, mais c'est un changement à la fois opération par opération et même dans les modèles de développement de la fabrique de la ville qui changent radicalement entre ceux du XXe siècle, sur lesquels on est encore un peu en longue traîne, et les modes de demain. Oui, il y a un opérateur immobilier qui me disait que combien finalement, discrètement, il y a eu des transformations de la pratique avec une forme d'accélération, comme tu le disais, avec le zéro artificialisation nette. Alors le ou la, c'est le grand débat national, hein, on dit le ZAN ou la ZAN, je sais pas, j'ai pas réussi à conclure. Et il traçait cette perspective en disant finalement, la logique à terme, je sais pas quand, mais la logique à terme, c'est qu'on ne vienne plus toucher à la pleine terre. Quand on a de la pleine terre dans la ville, on a vocation à la chérir et à la préserver. Alors, la pleine terre n'est pas nécessairement un sol vivant, et le sol vivant ne complète pas tout ça, mais on voit bien qu'on a un changement de regard qui induit un changement de pratique. Alors, avec le ZAN et la ZAN, avec ce thème aussi de sobriété foncière, hein, qui est un terme assez récurrent ces derniers mois, ces dernières années, qui est assez récent finalement. Enfin, moi, j'ai eu l'opportunité d'observer sa naissance, de participer à cette réunion qui a abouti sur l'idée de lancement d'un programme qui s'appelle Territoire pilote de sobriété foncière, qui semble avoir fait quelques émules, sans doute parce que c'est un concept flou. Hein, c'est un concept fourre-tout dans lequel chacun peut un peu se retrouver sur, en tout cas, des alternatives à la fois d'un côté à l'étalement urbain et de l'autre côté au fait de ne pas respecter les sols vivants et la pleine terre. Donc deux comportements qui changent sur cette thématique-là. Oui, les pratiques changent. Tu as la sensation qu'on a bien avancé là-dessus, Sylvanie. Comment toi, en tant que professionnelle, conceptrice, tu sens l'évolution des consciences, notamment dans la commande, dans la posture des élus, dans les maîtrises d'ouvrage? Chez les maîtres d'ouvrage aujourd'hui, notamment publics, hein, puisque nous on connaît plus les maîtres d'ouvrage publics, il y a des états de réflexion et de compréhension qui sont extrêmement divers, qui sont parfois compris comme étant effectivement une nouvelle règle à adopter, dans lequel on doit se reposer, en tout cas, les questions des sols en place, voilà, à quel endroit, ce qu'on en fait, ce qu'on les garde. Parfois aussi vécu comme une injustice quand même assez forte de territoires, notamment périurbains des métropoles, voilà, assez proches, qui voient le ZAN, hein, très clairement comme un frein à leur développement. On parlait dans le cadre des ateliers des territoires, hein, je pense que c'est exactement un sujet qui revient extrêmement souvent. Et donc, il y a une lecture qui est difficile à comprendre de ça, parce qu'aujourd'hui,
ne pas construire, c'est vécu comme un frein économique. Voilà. Il y a quand même une forme de lecture ou un frein à ne pas tenir des objectifs du PLH. Voilà. On a un peu ce débat-là, en tout cas cette équation qui apparaît, de se dire finalement, c'est un peu plus compliqué que de tenir un enjeu, il faut en tenir plusieurs. Oui, donc le ZAN est contradictoire au développement. C'est là-dessus que théoriquement la sobriété foncière doit être l'autre façon de développer ou de construire, l'autre façon plus respectueuse des sols. Mais en pratique, c'est des bouleversements de pratique et c'est pas simple. C'est pas simple. Diego, en tant qu'opérateur en soi, mais aussi en observant le travail des opérateurs sur le territoire, comment c'est intégré aujourd'hui ces enjeux de sobriété foncière? Alors, je vais répondre plus pour nous que pour tous les opérateurs parce qu'on est tous différents et on intègre ça et de façon et à des rythmes différents. Nous, c'est quelque chose qui est rentré très fortement depuis notre prise de position, je dirais, sur la question du ZAN avec cet objectif de ZAN 2030 pour Vinci Immobilier. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'il veut dire parce que le ZAN lui-même est un concept déjà un peu flou, comment on le calcule, etc. Donc, nous, on a mis en place un outil de calcul à l'échelle du projet qu'on appelle la ZANette, qui est en gros un tableau Excel dans lequel on a notre propre nomenclature de chaque mètre carré dans une logique beaucoup plus fine que ce que le décret de nomenclature établi, qui est fait plus pour une échelle des documents d'urbanisme. Et donc, il y a un peu cette logique de double échelle qui est un peu prévue d'ailleurs dans la climat résilience. Donc, on vient calculer le degré d'artificialisation, ou calculer, disons, essayer d'évaluer, parce qu'il n'y a pas de vérité mathématique sur cette notion, mais essayer d'évaluer le degré d'artificialisation d'un terrain avant notre intervention et après. Et donc, ça nous donne un impact d'artificialisation en mètres carrés équivalent. Alors, je parle d'équivalent parce que dans notre métrique, justement, contrairement à la logique du décret de nomenclature, on n'est pas dans le tout ou rien. Un mètre carré n'est pas soit artificiel, soit naturel. C'est des fonctions naturelles, elles sont plus ou moins bien exercées par un mètre carré donné, et donc on a des valeurs qui se situent dans ce spectre entre 0 et 1. Et j'y viens justement sur le concept de sobriété parce que le déclic chez nous s'est fait quand on a compris que comme pour la performance énergétique, il fallait ramener cet impact-là à ce qu'on fabriquait, au mètre carré de SDP qu'on fabrique. Et donc, on a défini un indice de sobriété foncière, chez nous en interne on appelle le besoin d'artificialisation, comme un besoin d'énergie, qui est combien de mètres carrés équivalents j'artificialise pour construire un mètre carré de SDP. Et là, on voit bien les projets et on les distingue bien. C'est-à-dire que je peux avoir des projets qui artificialisent peu, mais pour construire peu, ils ne sont pas bons. Et je peux avoir des projets qui artificialisent beaucoup, mais qui construisent énormément et qui finalement sont plus efficaces quelque part que d'autres. Mais le projet est grand, voilà. Et quand on fait un grand projet, on a un grand impact. Mais c'est pareil sur l'énergie, c'est pareil sur le carbone, c'est pareil sur tout, quoi. Oui, donc vous avez repris la philosophie de la loi quelque part, enfin peut-être sur deux aspects. C'est à la fois sur le problème qu'elle pose, et puis aussi sur une logique comptable. Mais à un moment, qui dit comptabilité, dit indicateur, qui dit indicateur, capacité de comparer. Et c'est intéressant ce que tu nous racontes, de voir que derrière des projets qui artificialisent à votre sens, mais on commence à percevoir ce que ça veut dire, plus ou moins, il y en a surtout qui artificialisent plus ou moins efficacement. Exactement. Oui, il y en a qui désartificialisent aussi, ce qui ne serait pas forcément non plus la logique de la comptabilité à l'échelle urbaine, parce que je vais prendre des mètres carrés qui étaient du parking, je vais remettre du jardin, alors je ne passe pas encore une fois de 0 à 1, mais j'améliore. Et donc, sur ces mètres carrés-là, j'ai du négatif d'artificialisation, c'est-à-dire du positif de renaturation, si on veut. Et c'est là où il y a une comptabilité qui s'opère. Et quand je viens ajouter toutes mes opérations une année donnée, c'est là où je vise à atteindre notre traité. J'y suis pas encore, hein, mais c'est ce qu'on cherche à faire. Et donc, ces KPI, on les suit dans nos comités fonciers. C'est là où on prend les décisions d'engager des opérations. Donc, c'est devenu un indicateur de projet comme les indicateurs économiques. Et on a d'ailleurs établi des règles et on a une ligne rouge sur les opérations qui sont pour nous vraiment pas assez sobres, qu'on n'engage plus. Donc, il nous en reste une ou deux qui sont des très, très vieilles opérations. Mais en gros, on n'engage plus d'opérations
qui ont une absence de sobriété ou d'efficacité trop importante. Voilà. Ça a été la première traduction très claire, très concrète et très opérationnelle de cette redirection environnementale de l'entreprise. Alors, sur cette question-là, on voit bien l'ingénierie déployée et puis le ZAN a en tout cas permis à la fois de lancer ce grand débat sur masculin ou féminin, mais aussi de générer une pratique des tableaux Excel nationale. Mais j'entends commencer à changer les pratiques et à titre d'illustration pour vous, dans le choix des opérations sur lequel s'engager ou ne pas s'engager, ce qui est évidemment absolument déterminant. Est-ce que, pour en venir finalement à cette question de sol vivant, mais Sylvanie nous disait combien ça ne recoupait pas nécessairement l'ensemble des qualités d'un sol. Est-ce que pour revenir là-dessus, comment est-ce que aujourd'hui sont pris en compte tous les enjeux autour des qualités des sols, à la fois de la valeur écosystémique des sols, mais aussi des enjeux de pollution, d'artificialisation, etc., dans les projets eux-mêmes une fois qu'ils sont lancés? On en est où de cette prise de conscience et finalement de l'ingénierie et de la capacité à intégrer cette variable-là dans toute sa complexité dans les projets urbains? Je pense qu'aujourd'hui, les projets urbains, ils créent énormément plus de données. En tout cas, les objectifs, les qualités, les données de départ, ce qui était absolument complètement absent, en fait, des manières de considérer tous les sujets. On avait de la terre, on savait à peine ce que c'était, de quelle nature de terre on parlait. Et puis, puisqu'à la fin, en plus, y compris les paysagistes, je peux en parler en première ligne, tout le monde revenait remettre de la terre végétale sur le sol que l'on avait. Donc, dans le fond, peu importe ce qu'on récupérait dessus, en fait, tout ça, ça fonctionnait. Maintenant, on a créé de la donnée, mais je ne suis pas sûre que tous les professionnels sachent quoi en faire. On a beaucoup de données, mais il y a un champ des possibles de stratégies à mettre en place qui est assez variable. Et je pense qu'on a encore du mal à sortir d'une approche d'aménagement qui reste quand même finalement un peu horticole, un peu dans l'idée qu'on va remettre de la terre végétale et qu'à la fin, on fera un paysage avec les ambiances, jusqu'à des approches un peu plus radicales que nous on porte, entre autres, mais qui sont la renaturation au sens vrai du terme. La renaturation, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. Je vais préciser comme ce sujet. La renaturation, c'est de la mise en place de milieux naturels. Ça ne veut pas dire faire du paysage. Faire du paysage, c'est super, c'est très bien. Mais par contre, c'est pas la renaturation. La renaturation, c'est des milieux naturels. Et par contre, nous, on pense que pour qu'il y ait vraiment des sols vivants dans les projets urbains, pour qu'il y ait vraiment des sols vivants dans la ville, et pour qu'il y ait vraiment la trame de végétation qui est celle sur lequel il y a des pollinisateurs, parce qu'en fait, on peut faire des très beaux jardins sans qu'il y ait une abeille qui puisse venir s'installer dessus. Si on veut vraiment boucler la grande chaîne des éléments, l'eau, le sol, la pollinisation, etc., et bien en fait, il faut aller chercher de la renaturation au sens réel du terme, quelle que soit l'échelle du projet que l'on fasse. Non s'y astreint, que ce soit à l'échelle de cœur d'îlot privé, tout petit, tout comme des projets urbains ou des projets de parc sur lesquels on travaille sur plusieurs dizaines d'hectares. Ça nous paraît absolument stratégique comme façon de faire. Ça prend quelle forme? Qu'est-ce que ça change dans la pratique à l'échelle à la fois de la conception et du chantier, de passer finalement d'une question de paysage à une question de renaturation? Ça change, c'est un gros pas de côté de concepteur. C'est-à-dire que on admet l'idée que le sol, en réalité, à peu près, allez, à part sur la banquise, il est tout le temps un peu vivant. C'est juste on trouve peut-être pas ce qu'on souhaiterait y voir, mais je pense que tout le monde a fait l'expérience d'avoir un terrain qui s'enfriche, alors que franchement, au départ, on avait l'impression qu'il y avait qu'un tas de cailloux et qu'il se passait rien. Et en fait, il y a toujours une dynamique de végétation qui s'installe. Et bien nous, notre parti pris, c'est de se dire, très bien, en fait, on va faire le projet avec ça, c'est-à-dire avec ce type de végétation qui revient s'installer naturellement, spontanément, parce qu'en plus, lui, c'est le plus résilient, c'est-à-dire qu'on aurait pu aller chercher le modèle de biodiversité théorique et tout ça, on aurait pu l'approcher un peu,
Mais il y a rien qui se serait approché de manière aussi proche que ça. Et puis, quand on va chercher ce genre de système, on a aussi des dispositifs de végétation et d'aménagement qui sont beaucoup plus robustes pour faire face à de la sécheresse, pour faire face à de l'inondation, pour faire face à tous les extrêmes, parce qu'en fait, le sujet, il est là, en fait, aussi. Alors, on va y revenir là-dessus. Il faut évidemment qu'on prenne ce temps-là. Mais avant, je voulais laisser aussi réagir Diego par rapport à ça. Tu parlais d'une radicalité, Sylvanie. Oui, ça change la façon de faire. Ça change aussi l'esthétique des lieux. Ça change leurs pratiques. Voilà, pour l'habitant ou l'utilisateur. Mais ça change aussi pas mal de choses pour l'opérateur, pour la façon dont on fait un projet. Le pas de côté, il est pas évident. Et puis, quand on fait trop de pas de côté, il y a un gouffre aussi. Hein. Donc, faut faire attention et tenir des équilibres de faisabilité. Diego, comment on se dépatouille de ça parce que finalement, c'était assez pratique de mettre du végétal décoratif en ramenant de la terre végétale de l'extérieur. Et puis, c'était plutôt bien et bien vécu. Comment aujourd'hui on intègre ça, ce degré de complexité, faire avec ce qu'on a, en mettre beaucoup et puis viser finalement moi une esthétique et une végétalisation que vraiment la génération de nouveaux écosystèmes. Alors, la question est facile. Hein. Ouais, je te remercie. Dans le champ du promoteur, nous, on n'est pas des paysagistes. Donc, on n'a pas cette expertise Bien sûr, en tant que telle. Et deux, on n'a pas forcément non plus ce niveau d'engagement qu'on entend avec Sylvanie. Chacun, je dirais, son positionnement dans le jeu d'acteur. Ce qui est sûr, c'est que la sensibilisation au sujet monte beaucoup et on commence à se former à des enjeux tels que ceux-là, à comprendre ce que sont les enjeux de biodiversité, d'écologie, etc. Là où c'était complètement en dehors du champ de compétences et de culture d'un maître d'ouvrage promoteur avant. Donc ça, il y a une vraie évolution. Mais ça ne fera jamais de nous, évidemment, des écologues ou des paysagistes. Par contre, ce qu'on change aussi sont des référentiels, des règles internes. Donc, par exemple, maintenant, systématiquement, sauf vraiment des projets où il y a zéro espace vert, on va prendre des paysagistes, chose qui n'était pas du tout systématique avant. Et en plus, on va choisir des paysagistes qui sont des paysagistes qui ont un peu cette appétence écologique, parce que c'est pas le cas de tous. Voilà, Sylvanie représente la profession, mais un certain positionnement dans la profession. Donc, il y a ça, et ça nous permet d'amener autour de la table de la conception ce regard-là. Et après, c'est cet acteur qui va le porter dans le projet, plus que nous. Quoi. Voilà. Ça, c'est un premier point. On a aussi un certain nombre de documents qui viennent accompagner nos opérations. On a un cahier des charges biodiversité, on a une section là-dessus dans notre charte chantier propre. Donc, on a un certain nombre de process qui viennent nous aider un petit peu à s'assurer, à mettre des garde-fous, à embarquer nos parties prenantes, nos concepteurs, nos entreprises avec nous. Mais restons modestes, voilà, on n'est pas les experts du sujet, on a vraiment besoin de toutes les forces pour aller là-dessus. Il y a une dernière évolution qui est que ce sujet, on le retrouve aussi dans les attentes de nos parties prenantes, que ce soit les élus, les riverains, les associations et évidemment nos clients. Et ça nous aide beaucoup, parce que ça, c'est plus proche de ce qui nous tire, nous, qui est quand même les enjeux business, ça nous aide à avancer. Et donc, ça nous permet de tirer aussi des choses à travers l'offre ou à travers des choses plus structurantes. Et donc, on a dans des définitions de choses qui sont plus proches du produit aujourd'hui, un certain nombre d'exigences. Je vais donner un ou deux exemples, mais par exemple, on fait une sorte de petite auto-évaluation d'enjeux biodiversité en tout début de projet. C'est assez récent ce dont je parle. Hein. C'est vraiment pour les projets nouveaux. Mais maintenant, sur tous, on le fait. Et ça nous permet de déclencher le recours à un écologue en fonction de ça. Là où avant, l'écologue, on l'avait vraiment que dans des opérations où on cherchait des labels ou des trucs comme ça. Maintenant, à chaque fois qu'on va juger que c'est pertinent pour une raison écologique, on va le faire, même s'il n'y a pas d'attente exprimée en tant que telle, mais on sait qu'on est dans un contexte où de toute façon les enjeux sont là. Et ça nous aide, nous, à faire les efforts parce qu'on c'est aussi une entreprise et c'est des équilibres bénéfices-risques et donc on a ça. Et on vient aussi davantage mettre ça en valeur dans notre marketing pour valoriser le positionnement. Et tout ça, ce sont les forces qui permettent de conduire un peu ces changements en interne. Oui, donc des évolutions sur la prise de conscience des acteurs à
toute la chaîne. Là, on voit bien qu'on a toute la chaîne de valeur, hein, conception, les opérateurs, mais tu parlais aussi des collectivités, des élus, des aménageurs, et puis des citoyens derrière. Tout ça avance. On voit bien que l'outillage, il se forme. Il est loin d'être maîtrisé de façon complètement homogène. On est vraiment sur une logique de bouleversement, hein, des pratiques qui questionnent chacun et pas que le paysagiste pour le coup. Alors, on a été beaucoup, hein, sur ces enjeux de biodiversité, mais Sylvanie commençait à faire le lien finalement avec les crises globales. Enfin, oui, biodiversité, mais aussi climat, mais aussi ressources. Tout ça est lié et finalement vient pour le projet urbain en tout cas, vient quelque part se sédimenter comme tout, hein, dans le sol. Est-ce que Sylvanie, tu peux, on peut le faire de toute façon à trois, mais tu peux amorcer en tout cas comment on tisse les liens avec notamment les questions climatiques, à la fois pour mener l'adaptation de nos espaces publics, pour que ce soit des espaces qui nous permettent une adaptation finalement de nos villes, mais aussi en quoi le climat questionne le végétal. Nous, les élus avec qui on travaille, on leur présente souvent les choses de la manière suivante, c'est-à-dire aujourd'hui, nos experts français du GIEC, et je pense à Robert Votard notamment, nous disent allez, la probabilité que les années qui viennent, les étés soient plus frais, soient normaux ou plus frais que la normale, c'est 4%. Ça veut dire que la canicule, c'est 96% la probabilité. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, et qu'on prend conscience que l'arrêté sécheresse, c'est le sujet de tous nos étés désormais, ça change complètement la manière de produire du paysage et de l'espace public. Et si on ne fait pas ça, on est dans l'erreur, quoi. On est dans la faute même, j'ai envie de dire. Ça veut dire que ça nous oblige à trouver des solutions de paysages qui soient assez autonomes vis-à-vis de la question de l'eau, en tout cas qui vont être suffisamment robustes pour pouvoir se débrouiller, qu'il y ait de l'eau ou qu'il n'y en ait pas. Et le deuxième volet de ça, c'est nous, on a passé toutes nos réalisations. Quand il y a eu les canicules, il y a 2 ans, là où il faisait extrêmement chaud, toutes nos canicules locales, on les a passées à la caméra thermique, y compris pour refaire un retour sur ce qu'on avait livré, nous, et ce qui marchait, ce qui était frais, ce qui n'était pas frais, les mares dans les jardins, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. En fait, à la fin, il n'y a pas photo, il n'y a que les arbres, quoi. Il n'y a que les arbres, quoi. C'est l'arbre, le sujet de rafraîchissement massif, en fait, dans la ville, c'est ça. Donc, ça veut dire que de toute façon, il faut pouvoir planter énormément plus que ce que l'on fait, dans des conditions dans lesquelles on se dit qu'il n'y a pas d'eau. Et nous, ça nous a conduit petit à petit, en maturant un peu tout ça, à se dire qu'il fallait qu'on aille sur des stratégies où, globalement, on gagnait en souplesse. On gagnait en souplesse, on augmentait le nombre d'arbres que l'on mettait en place, on diversifiait énormément les essences qu'on mettait en place pour augmenter nos chances qu'à la fin, globalement, il en reste suffisamment pour qu'on y arrive. Parce que la trajectoire dont on parle, on la connaît mal en plus. C'est quand même la difficulté de l'exercice. On ne fait que passer des étés avec des records qui se supplantent malheureusement les uns aux autres, quoi. Donc, on se dit juste que, voilà, on essaye de redresser l'ambition au maximum. Et la voie auquel on croit, nous, c'est justement de se dire, mais en réalité, il n'y a rien de plus efficace que la végétation qui pousse toute seule. Là, on ne lui a rien demandé, quoi, parce qu'elle est hyper autonome, quoi. Donc, allons chercher du côté des solutions qui fonctionnent toutes seules et prenons ce savoir-là pour le massifier et structurer les espaces publics de ce côté-là. C'est un peu ça notre ligne de conduite. Peut-être rebondir sur ce que dit Sylvanie, si tu m'y autorises, Sylvain. Il y a 2 grandes notions. Il y a la question de la résilience du projet paysager lui-même, et il y a la question de en quoi ce projet paysager rend résilient le projet urbain, si je puis dire. J'essaie de conceptualiser un peu comme ça. Sur la résilience, pour donner mon témoignage opérationnel du projet paysager déjà pour commencer, ce qui est très difficile, c'est que c'est quand même des prises de conscience très récentes qui se font électrochoc après électrochoc
mais qui sont récentes et donc qui se traduisent encore peu dans l'expertise autour de la table. Et moi, je vois bien que on a du mal à réellement se projeter sur mon projet, les essences, etc., dans un climat de 2050, ce qui est complètement... enfin, je veux dire, mon arbre, il sera normalement encore vivant dans 25 ans. Est-ce qu'il est fait pour le climat qu'on aura là et en 2080, etc. Et ça, c'est pas encore démocratisé et opérationnalisé. Donc, on pense encore trop, malheureusement, je pense, les projets paysagers au regard des stress passés et pas des stress futurs, même si on essaie d'aller là. Et on essaie de rajouter, et par exemple, chez nous, on a systématisé, dès lors qu'on a un espace vert supérieur à une petite surface, une récupération d'eau pluviale. Bon, c'est un élément, c'est déjà ça. Après, quand il y aura des grandes sécheresses, le réservoir sera vide. Hein. Mais dès qu'on essaie de faire ce genre de choses, et dès qu'on va aller encore plus loin dans les investissements, on retombe un petit peu dans les problématiques d'alignement de planète dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de chaîne de valeur, comme tu disais, Sylvain. Pour que nous, on puisse faire des choses, nous, promoteurs, on est un assembleur, on est un chef d'orchestre, mais il faut que tout le monde tire dans la même direction. Et il y a des choses qui ont des impacts de coût, qui ne sont pas forcément permises par des hausses de prix, particulièrement dans la conjoncture actuelle, ou par des baisses de charges foncières ou quoi. Et donc, il faut trouver qu'est-ce qui va permettre d'aligner la demande, l'offre, les équations économiques et les savoir-faire de tout le monde. Et aujourd'hui, on est encore dans ce moment de début de transition, en réalité, hein, dans lequel c'est extrêmement difficile de catalyser tout ça. Après, sur le sujet de l'impact de ces projets sur la résilience de la fabrique urbaine en tant que telle, très clairement, je rejoins Sylvanie, hein, la végétation et particulièrement la végétation arborée, c'est évidemment la première des choses qu'il faut faire. Mais il ne faut pas non plus se cacher derrière ça en disant « Ah, c'est bon, regardez ma ville-forêt ou mon projet végétalisé et donc on est résilient climatiquement. » Quand il fera 45 degrés à l'ombre dans une ville française prochainement, là où il n'y a pas d'arbres et pas d'ombre, etc., il ne fait pas 45 degrés. En fait, il fait 55 ou 60 degrés. Là où il y a des arbres, il fait 45 degrés et par évapotranspiration, on peut éventuellement un tout petit peu baisser. Mais la réalité de l'impact climatique de l'évapotranspiration, quand on la modélise réellement, elle est quand même faible. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus en train de faire des forêts primaires avec des densités monstrueuses. Mais d'ailleurs, qu'en période de stress hydrique, l'évapotranspiration, elle est aussi ce qu'elle est, quoi. Donc, en milieu ouvert, l'impact température de l'évaporation de l'eau est existant, mais pas non plus monstrueux. Et donc, il ne faut pas non plus se greenwasher les uns les autres en faisant croire qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui implique, de lutter évidemment contre le problème, déjà, c'est la première chose, et deux, de raisonner, évidemment de commencer par un projet qui évite d'aggraver la situation en faisant des lots de chaleur urbains, mais aussi de raisonner au niveau de la conception du bâti, etc., et de ne pas se cacher derrière juste une protection arborée. Donc nécessaire, mais pas suffisant. Hein, et de toute manière, c'est une forme d'adaptation qui n'est complémentaire qu'à une réduction de nos impacts et donc une décarbonation des processus. On pourra s'adapter qu'à des bouleversements d'ampleur limitée. On le voit bien aussi, on est très centré là sur quelque part les projets urbains, ces moments où les opérateurs sont présents, on a une mobilisation des maîtrises d'œuvre et globalement, nous, autour de la table, on est là. Il se passe quelque chose, donc il y a des professionnels. Cet enjeu d'adaptation des espaces urbains par la végétalisation avec les limites que tu poses, en disant qu'on ne fera peut-être pas tout avec tout ça, même si ça peut permettre de déjà bien avancer. Ça nécessite de travailler l'existant et pas que quelques actes et quelques grandes opérations, mais l'ensemble des rues, y compris la rue la plus banale. Et donc, il y a un enjeu de passage à l'échelle, de massification. Tu le disais, Sylvanie, beaucoup plus d'arbres que ce qu'on mettait collectivement dans des projets urbains, mais en fait beaucoup plus là dans les projets urbains, mais aussi ailleurs et partout, hein, pour que ça prenne du sens. On est encore extrêmement loin de ces sauts-là, ce qui montre bien que on est toujours en train de réfléchir en fonction des crises passées et qu'on n'a pas encore vraiment touché du doigt l'ampleur des crises futures. Peut-être sur ce point-là,
sur cette question de la prise en compte du temps, des choix de conception. On a aussi la question de l'exposition du végétal et du choix du végétal, Sylvanie. Comment est-ce qu'on pense aujourd'hui à planter des essences qui seront présentes en 2080, pour prendre cette hypothèse-là, enfin cette date-là tout simplement, dans un autre climat sur lequel on a la certitude qu'il sera différent, mais beaucoup d'incertitudes sur ce qu'il sera. Bien, nous, on joue la carte de la souplesse. C'est-à-dire, en gros, on augmente nos chances. D'abord parce qu'on plante énormément plus dense, plus petit, en s'inspirant de trames forestières, en se disant que de toute façon, en gros, il faut pouvoir se dire que là, dans les décennies qui viennent, forcément, certaines essences vont avoir des maladies qu'on ne connaît pas. Forcément, on va se retrouver avec tel arbre qui a un problème, tel qu'il apparaît. Donc, on ne peut que se dire, il est plus possible de tout miser en se disant, bah voilà, ma rue, je l'ai fait d'un alignement du même arbre sur 200 mètres, et puis, bien, si celui-là, il supporte pas les 10 degrés de plus que l'on a, et bien là, on en reprend pour 20 ans, quoi. En fait, ça, c'est plus possible. Donc, il y a des solutions de gestion, en fait, et de transition, et d'attente, et de remplacement qui doivent pouvoir se faire beaucoup plus, mais en réalité, c'est un changement de la chaîne d'acteurs, y compris non seulement des commandes que les projets d'espace public passent aux fournisseurs, aux pépiniéristes, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes arbres, c'est plus les mêmes essences. Nous, en plus, on croit particulièrement, et on essaye de le faire partout où on peut, à faire produire nos arbres avec des récoltes de graines d'arbres qui ont le patrimoine génétique local, hein. Pas ceux qui viennent des clones qu'on trouve dans les pépinières, mais ceux qui ont réussi à se débrouiller tout seuls, parce que ça, quand même, à phénomène extrême identique, eh ben, ils s'en sortent extrêmement mieux, quoi. Voilà. Donc, il y a des filières à structurer. On essaye de passer de la commande pour aider ces filières à se structurer. Et puis, c'est aussi un énorme boulot avec les futurs gestionnaires, ce qu'on leur donne, comment on gère ce genre de site, parce que c'est aussi assez différent que de gérer des sites horticoles. C'est un autre savoir-faire. Il faut comprendre ce qu'on a sous les yeux. On maintient pas un état initial, quoi. On accepte le fait que des végétaux vont se développer plus que d'autres, que le projet va avoir sa vie. C'est quand même sortir de l'idée aussi que produire un jardin, c'est produire un jardin qui va être dans un état stationnaire. Et ensuite, on va essayer de lutter pendant 20 ans pour le maintenir tout le temps à peu près pareil. Au contraire, on met comme un espèce de kit de démarrage, et puis il y a des végétaux qui vont prendre plus le pas sur d'autres. C'est très bien, et c'est comme ça qu'on va se donner des chances d'y arriver à la fin. Après, nous, on a beaucoup regardé aussi quelle était la trajectoire en fait, c'est-à-dire d'un site, si on prend un site dans une ville, dans des conditions extrêmes de sécheresse, c'est-à-dire, hein, mais assez proches, c'est-à-dire sans imaginer que forcément on allait se projeter dans le climat de ville espagnole, ou je sais pas, enfin, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, quoi. Donc voilà, et clairement, on teste, voilà, on teste. On essaie d'anticiper, on essaie de se projeter, et pour autant, on retrouve les vertus du bricolage, hein, faire avec ce qu'on a, tester, essayer. C'est intéressant, hein, ce retournement du projet qui devient un projet de vie, un projet vivant en tout cas un projet apprenant, hein, et on retrouve finalement une perspective de long terme avec une forme de conception qui rejoint la gestion quelque part. Et si dans la maintenance des lieux, on était toujours sur un acte de conception qui est un peu différent, et qui est aussi un accompagnement du vivant et de ses dynamiques. Facile à théoriser comme ça devant un micro. Dans le réel, c'est un peu plus complexe. Pour des opérateurs, ça l'est aussi d'autant plus qu'il y a des questions de temporalité. On n'est pas là pour la vie, on est là à un moment du projet. On a beaucoup de sujets, hein, autour, donc là, l'évolution du végétal, l'adaptation des projets, des opérations dites de sobriété foncière qui portent sur des logiques de renouvellement urbain, de travail sur l'existant, dont on voit bien que c'est des opérations plus longues. Comment est-ce que dans la vie d'un opérateur, dans son
son modèle économique au sens fondamental, finalement, on arrive à injecter ce temps long, en tout cas, comme on tente de l'injecter? Alors, tu fais un truc, un rapport fondamental qu'on n'a pas fait encore dans la conversation, qui est que la logique de sobriété foncière, au-delà de l'attention au sol qu'on a, son corollaire direct, c'est de réorienter le développement urbain de la mécanique d'extension, qu'elle soit en ZAC ou en diffus, vers une mécanique plus de recyclage urbain. Et d'ailleurs, chez nous, notre engagement ZAN, son corollaire, c'est notre engagement sur une part de chiffre d'affaires de recyclage urbain. Et essentiellement, à 90%, si on va atteindre le ZAN, c'est pas parce qu'on va traiter les projets un par un différemment. À 90%, c'est parce qu'on va faire beaucoup plus de recyclage urbain et beaucoup moins d'extension urbaine. Après, on pourrait rentrer pendant des heures sur qu'est-ce que veut dire recyclage urbain. Tous les acteurs non. Non, mais il y a des bouquins là-dessus, peu importe. Exactement. Et ça, effectivement, c'est un autre métier. Et dedans, il y a plein de sous-segments différents parce que tu peux traiter une friche industrielle où il s'agit de tout démolir, tout dépolluer et reconstruire, mais tu peux traiter des bâtiments historiques, patrimoniaux, tu peux faire des transformations de bureau-logement, etc. Et donc, il y a toute l'expertise du sol et de son héritage dont on parlait tout à l'heure, mais il y a aussi toute l'expertise de la réhabilitation du bâti existant, etc. Donc déjà, chez nous, ça change très concrètement des questions d'organisation, qui sait faire et comment est-ce qu'on fait travailler ceux qui savent faire avec ceux qui sont sur le terrain, dans le territoire, etc. Ça fait réémerger davantage et ça nous fait réinternaliser des expertises qui deviennent core business. On a internalisé chez nous une expertise en pollution des sols, chose qu'on n'avait pas, qui n'était pas du tout du champ du core business promoteur jusqu'à il y a très peu de temps. Donc il y a des évolutions opérationnelles comme ça internes très concrètes. Voilà, je ne veux pas vous bassiner des heures sur l'organisation, mais c'est un peu ça. Et après, tu as la chaîne de valeur que tu as évoquée aussi. Et le recyclage urbain, quand on achète un terrain bâti, c'est pas du tout pareil que d'acheter un terrain nu ou un terrain agricole. D'abord, ça se vend pas de la même façon. Le propriétaire d'un bâtiment de bureau ou peu importe, il estime qu'il a une valeur vénale et s'il te cède son bâtiment, il veut de l'argent maintenant, il veut pas une promesse que si tu réussis, je sais pas quoi machin, un jour tu lui donneras du pognon. Donc ça change le portage économique et ça change la temporalité. C'est des projets beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus d'incertitudes. Donc ça change les notions de risque, ça change les notions d'incidence d'engagement financière, ça change les frais financiers, ça change beaucoup de choses. Et donc, ça change aussi l'articulation des acteurs. Et les acteurs du portage foncier, qui étaient des acteurs existants dans l'aménagement public, il y en avait déjà beaucoup, mais maintenant, dans le privé, dans la fabrique par projet, ils prennent une place de plus en plus importante. Et ça redéfinit une nouvelle chaîne de valeur de la fabrique ou du renouvellement urbain, dans laquelle le promoteur doit retrouver sa place et reconstituer un peu son réseau et ses modalités de partenariat. On le voit qu'à l'échelle de la conception du projet, mais à l'échelle du montage du projet, on retrouve un peu les mêmes enjeux. C'est-à-dire on n'est pas simplement dans d'autres objets, dans un changement de marché, dans une évolution des pratiques, des formes, etc. On est dans des formes de révolution. Tu le disais, Diego, c'est d'autres métiers, en fait. D'autres métiers, d'autres processus. Et ça vient interroger les organisations. Alors, j'ai une dernière question très facile pour vous deux, pour finir notre échange. Puisqu'il faut changer de métier et faire finalement se transformer la pratique des organisations pour faire cette sobriété foncière, pour plus que respecter ces sols vivants, pour appréhender la question globale des sols et des écosystèmes dans l'aménagement de la ville, pour faire l'adaptation globale de nos espaces urbains. Comment on accélère ce processus de redirection, en tout cas moi je l'appelle comme ça, des acteurs de la fabrique de la ville? Vous avez 30 secondes chacun pour cette question facile. Non, mais parce qu'on l'a dit plus d'une fois, je ne sais pas si on est au milieu du gué, on n'est peut-être même pas au milieu du gué. On a commencé le processus, mais il est loin d'être achevé. Comment on accélère?
Je me lance, je laisserai Sylvanie conclure, mais moi, c'est l'essence de mon job, hein. Dans mon job, il y a stratégie et transformation durable. C'est ça mon titre. Donc, transformation durable, c'est ça, c'est transformer nos métiers, c'est la redirection écologique. Alors là, on l'a beaucoup axé sur la notion des sols vivants, mais en fait, des forces de transformation et des besoins de transformation, il y en a plein d'autres. Le développement durable au sens très large du sujet est une force massive. Mais il y a d'autres aussi transformations sociétales qui nécessitent une évolution radicale. Enfin, en gros, le monde, hein, pas que le monde de la fabrique urbaine, hein. Notre monde est en train de muter rapidement. On est à la fin d'une ère, et donc les business, et particulièrement le nôtre, avec ça, ce qu'il a de complexité et de matérialité, doit changer très rapidement. Maintenant, il faut être très humble. C'est long, c'est difficile. On peut pas changer seul. Ça doit être tout un secteur, toute une chaîne de valeur. La demande aussi, enfin, doit changer. Tout le monde doit s'aligner. Le contexte réglementaire aussi. En ce moment, on est dans un contexte économique qui favorise pas ces choses-là. Donc, c'est un long chemin. Et la vraie question, enfin, qui est celle que tu poses, hein, c'est la question de la vitesse. Je pense que tout le monde, tous les acteurs ont compris qu'il fallait changer. Tout le monde essaie de changer. Maintenant, le monde, il change plus vite que ce à quoi on arrive à faire dans nos entreprises, dans nos secteurs. Et comment on fait pour accélérer vraiment? Je pense que, en tout cas, la réponse, elle n'est pas. Personne ne l'a à titre individuel. On ne peut l'avoir qu'ensemble. Et ça interroge même fondamentalement notre organisation sociale et les questions de la démocratie, de la gouvernance, en fait. Et Sylvanie, on va te laisser conclure sur cette question facile. Alors, comment on essaye d'accélérer, nous en fait, on essaye d'accélérer en se donnant pour ligne de conduite et en tout cas pour partager avec nos maîtres d'ouvrage la règle qu'à la fin du projet, on doit non seulement avoir réussi à faire le projet, faire les usages, peu importe, construire le bâtiment et tout ça, mais on doit avoir eu un vrai gain sur la question de la nature. Et pour le coup, c'est pas une question d'argent, parce que il y a vraiment une spécificité sur la question du paysage, des milieux de nature et tout ça, c'est que on connaît hyper bien les prix, on connaît extrêmement bien l'économie de tout ça. Donc, notre règle, c'est de se dire, mais à budget égal, on arrive à avoir ça, et en même temps, vous avez un truc vraiment ambitieux sur la question de la réparation, et on parle souvent de la question de la réparation des lieux, de la nature et tout ça, parce que même dans les lieux du ZAN ou de la sobriété foncière que l'on essaye de préserver, néanmoins, il y a besoin de cette réparation de milieux naturels, parce qu'effectivement, on trouve plus un seul site sur lequel on n'a pas un sujet de pollution, on trouve plus un seul site sur lequel on a un milieu naturel qui fonctionne bien ou de l'eau de bonne qualité. Donc, c'est en tout cas, on essaye de prouver par l'exemple que c'est possible, et donc que si c'est possible à cette échelle-là, eh bien donc c'est réplicable. Après, je sais pas si tous les maîtres d'ouvrage s'en saisissent de cette manière-là, mais nous, on le prend et c'est notre ligne de conduite du quotidien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On va en tout cas porter ces messages. Un, c'est possible. Deux, on n'a pas fini d'activer les choses. Nous, c'est un peu le travail qu'on essaie de faire, hein, en donnant la parole à chacun. On voit bien que l'accélération, elle est la clé. À quel rythme on avance? On mettra dans les commentaires de ce podcast toutes les références de l'ouvrage qui a servi d'alibi à l'enregistrement de cette conversation. Sylvanie Gray, Diego Harari, merci beaucoup pour cet échange, et je ne doute pas qu'il donne lieu à d'autres par la suite. Merci Sylvain. Merci.